Micro. Bien. D'abord, merci à vous tous d'être ici présents. Je dois dire que j'en suis extrêmement touché. Non seulement parce qu'on n'a pas toujours 80 ans, et que c'est une date un peu limite dans la vie. Pas toujours dans la vie intellectuelle, mais quand même c'est très décisif pour la vie tout court. Jamais je n'aurais imaginé parvenir à cet âge canonique. Mais finalement, j'y suis arrivé à travers beaucoup d'hésitations, on peut dire, forcées aussi, mais à travers des moments parfois difficiles. Alors voilà, j'ai proposé à nos hôtes, pour cette occasion, de parler de mon dernier, peut-être avant-dernier ouvrage, mais je crains bien que ce soit le dernier. Alors, c'est un ouvrage où j'ai mis beaucoup de moi, si je puis dire, peut-être trop, parce qu'il concerne les rapports, ou certains rapports possibles, de la philosophie et de la musique. Mes deux amours athées, si je puis dire, mes deux amours non conjugaux, non familiaux, mais qui sont quand même le support d'une vie, enfin, qui peuvent être le support d'une vie. Alors, j'avais appelé ça, ça fait partie d'un gros ensemble. 4 livres, un cycle, une somme de 4 livres. J'avais appelé ça d'abord Introduction générale à la tétralogie, à une tétralogie. Évidemment, quand on fait de la philosophie et de la musique, on devient vite jaloux de Wagner. Et ça a été mon cas. Alors voilà, Introduction générale à la tétralogie, j'ai trouvé un titre ensuite plus précis, qui est plus précis et en même temps plus rêveur. La belle insonore. D'abord, c'est un hommage rendu à la beauté, c'est-à-dire à la musique, pour moi. Et insonore, le paradoxe évidemment est là, c'est le paradoxe éminemment philosophique d'annoncer une chose qui ne sera pas là. Alors, le sous-titre, c'est, et plus explicite, un opéra de philosophie. Philosophie au pluriel. Surtout pas un opéra philosophique. Surtout pas un opéra philosophique, comme il y en a tant. Mozart, peut-être Wagner lui-même, mais un opéra de philosophie, c'est fait avec de la philosophie. Donc un quadruple opéra, une tétralogie. Alors c'est le titre, La belle insonore, donc de 4 livres fondés sur l'affinité de la philosophie et de la musique, et dont l'objet est très général, qui apparaît surtout dans le livre 3, dont paradoxalement j'avais peu parlé de ce livre 3, c'est de décrire par un montage de théories philosophiques et de références musicales
l'amplitude de l'épopée de la vie humaine en fonction de ces sites, de ces lieux différents qui vont de la caverne platonicienne, évidemment, de la caverne aux étoiles. Décrire la diversité de ces stades et de ces intrigues qui vont de la naissance à la messianité. C'est donc une dramaturgie d'esprit philosophique et musical, et dont le livret, qu'en tant que philosophe je peux fournir, le livret est fourni par ce texte et qui contient des dialogues philosophico-scientifiques. Ah, voilà déjà une notion un thème que j'introduis et qui excède les rapports philosophie et musique, c'est philosophie et science. Parce que la philosophie, je vais chercher à la dynamiser avec une fonction scientifique prise principalement, comme je l'ai fait dans mon livre précédent, de la mécanique quantique. Mais le problème, vous l'avez senti tout de suite, c'est que c'est un drame sans musique. Plein de musique, mais sans musique. Sans actualité sonore et auditive, comme nous en avons eu un témoignage juste tout à l'heure, précédemment. Et ce manque de la musique sonore, de la musique effective, c'est en un autre sens un véritable drame pour moi. Pas seulement un drame en soi pour cet opéra sans musique, mais un drame pour son auteur. Le titre Philosophie et musique aurait pu être possible, mais il est ambigu et suppose plusieurs traitements très différents. Une épistémologie de la composition musicale, une esthétique de la musique au singulier et au pluriel, une histoire des philosophies de la musique ou de ses théories, des Grecs à Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Adorno, Boulez, etc. Il ne s'agira de rien de cela. Pourquoi ? Le nom supposé évident de philosophie a tellement changé chez les contemporains, tellement changé d'amplitude et pas seulement de technique, qu'il faut commencer par redéfinir son essence, la philosophie. Je ne veux pas dire ses techniques, ses styles ou ses objets, mais plus profondément sa place ou sa position dans une topologie générale de la pensée qui devrait excéder ces clôtures thématiques que sont l'ontologie, l'épistémologie et même la métaphysique de la musique. À ce point que l'on va même je vais m'interdire, de parler de philosophie de la musique, décidément trop vague. Il reste encore une solution qui consiste en une topologie justement de la place ou du situs de la musique dans un contexte d'esprit philosophique, ou d'affect ou de mood philosophique, et qui recroiserait autrement que sous la forme d'une philosophie et de son objet toutes ces modes différents d'approche. On appellera ce contexte nouveau, qui est particulièrement l'objet du livre 2, 4 livres. Le livre 2, qui est le livre clé, on appellera ce nuage, la réminiscence. Pas la réminiscence platonicienne, c'est une parodie de celle-ci, mais on va l'appeler la rémini, d'union, si vous voulez, science.
Il suffit d'ailleurs d'évoquer une musique de la philosophie, comme on pourrait le faire à partir de Socrate, en renversant sa formule « La philosophie est la plus haute ou la plus grande des musiques », en celle-ci, la musique est la plus haute ou la plus belle des philosophies. Cette dernière formule, je vais d'une certaine manière m'y tenir et essayer, non pas de la démontrer, car elle est peut-être indémontrable, mais de l'argumenter. Pour suggérer la complexité de leurs rapports croisés, philosophie-musique, même s'ils le sont de manière inégale. Si nous soumettons leur rapport à ce type de topologie, la philosophie risque de perdre de sa primauté admise et la musique de son statut d'objet. C'est pourtant ce que nous allons faire. La philosophie sera déplacée au moins partiellement de sa fonction de base ou de fondement, et son objet, la musique, entrera dans une définition expressément plus complexe, dite philo-musicale, qui sera en fait mon véritable objet. Comment passer de la philosophie de la musique à une discipline philo-musicale. Autrement dit, beaucoup de choses vont changer de fonction, de causalité, la philosophie en particulier, et passeront d'exclusivement pour la philosophie fondamentale à l'état de causalité principale. Et vous savez que cette dualité de la causalité fondamentale et de la causalité principale, nous la tenons de qui? De Marx. Et voilà encore un autre auteur qui arrive sur la scène. Le principal se distingue du fondamental, comme le propose Marx même, s'il garde ensemble pourtant un lien d'association fort qui les oppose ensemble comme infrastructure à une superstructure. La surdétermination quantique du transcendantal ou du philosophique, cette surdétermination quantique du transcendantal est l'infrastructure qui détermine la superstructure générique de l'expérience. La superstructure générique et musicale de l'expérience. Ce problème de l'absence de la sonorité musicale et du jeu, et aussi du jeu théâtral. Je ne fais pas de théâtre, je parle du théâtre, mais je ne mets pas moi-même en scène. Il faut l'affronter, même s'il est d'emblée abyssal et quelque peu provocateur. Comment écrire, si le décrire du moins en est possible, un opéra sans musique et sans spectacle? Pour l'instant, il y a de la musique et du spectacle. Réduisant les acteurs et les postures à des postures, à une gestualité physique et vocale apparemment purement philosophique et abstraite, une mimique de silhouette frustrante, mimique frustrante pour le spectateur et l'auditeur, qui la jugera vide de réalisation proprement théâtrale ou opératique. Également vide de réalisation musicale, puisque les voix sont ici purement conceptuelles, des voix conceptuelles. Comment valider, sinon par la métaphore, le livret de l'opéra qui n'est que virtuellement musical et spectaculaire, pour rassurer les esprits positifs qui sont parmi nous, c'est-à-dire que nous sommes tous, les esprits positifs qui redouteraient un suicide philosophique à la suite d'un pari impossible à gagner, suggérons
à titre de précaution, que ce serait sans compter avec la plus-value qu'induisent cette privation et cette austérité nécessaires, qui sont, cette privation et cette austérité nécessaires, qui sont la promesse d'un gain selon une logique expérimentée aux abords de la mathématique sous le nom de généricité. Nous suggérons donc quelques prudences au lecteur philosophe qui, il est vrai, est habitué à ce genre de demande paradoxale, mais surtout aux non-philosophes qui ne connaîtraient pas ce genre de ruse. D'une part, que cet opéra soit sans sonorité, plus virtuel qu'actuel, est certes un défaut essentiel, mais aussi selon une logique paradialectique inventée par des philosophes et des logiciens contemporains, une condition positive de son amplitude de pensée. La logique de la privation et du rebond, sur la base de cette privation, du rebond amplifiant, cette logique du sans sonorité, et du sur, de l'amplification, est plus féconde et plus dramatique que celle du remplissement partiel et progressif d'une forme idéale. D'autre part, il y a bien des manières, et non seulement métaphoriques, il faudra les examiner, d'entendre le texte d'un tel livret, voire de le sous-entendre. La philosophie contemporaine n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle a su déguiser l'être sous le néant, le travestir pour mieux le révéler, faire don de son absence même, ou le voiler d'un nuage d'inconnaissance, formule d'un mystique anglais, du moins d'un voile de silence qui n'est pas toujours le vide sonore absolu. Pourquoi le néantir serait-il réservé à l'être et à l'ontologie fondée sur la visibilité de la phénoménologie classique? Nous sous-entendons la musique comme donnée dans un vide relatif, dans un nuage de silence ou d'insonorité. Cet être silencieux de la musique est encore quelque peu audible, malgré tout, en dehors des conditions astreignantes qui déterminent une herméneutique de la parole. Nous exigeons du lecteur, de l'auditeur, une ascèse dont nous espérons secrètement qu'il saura tirer un autre plaisir que celui d'une opérette bâclée que risque toujours de devenir l'opéra le plus sérieux. Si un jugement négatif doit être porté sur notre opéra, autant alors concevoir celui-ci comme un drame quasi mythologique, wagnérien ou autre, comme une philofiction d'esprit musical, un opéra-fiction où les Jupiters et autres Junons entrent en conflit amoureux sous la forme ici d'un philosophe avec un scientifique. Un philosophe et un scientifique, ce sera ce type de dialogue, ce sera la matrice de nos dialogues. Ces deux personnages entrant en conflit dans un ciel ou un empyrée improbable. Pourtant, il faut bien l'avouer, le ressort dynamique de cet opéra, et ce qui est notre croix de philosophe, est bien une certaine absence de la musique sonore. Absence jusqu'alors juste transportée sur les ailes de la philosophie, emportée par son élan transcendantal. L'effondrement ou l'abaissement de la positivité sonore est un geste fondamental, quoique insuffisant. Seulement une amorce initiale, tant pour la philosophie que pour la musique. La musique est-elle ici? Serait-elle ici l'irréalité de la femme sans ombre?
que le philosophe doit pourtant éveiller pour lui inspirer les murmures de la vue. La philosophie est-elle l'ombre inconsolable de l'absence de la musique? Le problème devient à la fois crucial, plus crucial, malgré par ailleurs un allègement, s'il n'est justement pas seulement celui, ce drame, d'un échec à admettre, échec devant la musique, échec dans la musique, mais s'il est aussi la dure condition d'un certain gain ou pari, dont nous admettons la prime apparence d'absurdité. Comment, sans être musicien, au-delà de quelques rudiments, vraiment très rudiments, et juste guidé par la très commune passion de la musique, comment approcher au plus près non seulement l'instrument, un instrument, mais la composition musicale par le biais de la composition non pas seulement philosophique, mais mixte ou philo-musicale. Comment est possible le transfert de ce désir de composition sur la pratique du seul instrument dont nous ayons quelque maîtrise, la philosophie? Gageons qu'il faudra pour cela, pour cet exploit, la force d'une nouvelle preuve ontologique, capable d'opérer un saut du désir de musique dans la réalité de sa composition. Dans cette tentative très risquée, et qui, si je puis dire, est le versant personnel de ce drame, nous pouvons toujours compter au moins sur la philosophie, sur les ressources de la philosophie, sinon sur la musique, pour ne pas rester au milieu du gué. La philosophie est un instrument transcendantal. Ni bois, ni cuivre, ni violon, ni piano, dont la matérialité qui lui sert de base est simplement la structure a priori du concept et du sens. C'est donc un instrument sans fonction technique ou timbre proprement ou spécifiquement musicaux, mais il est capable de les remplacer tous, usant de voix ou de portée conceptuelle, usant d'une gamme de procédés théoriques répondant aux lois peu variables d'une syntaxe rigoureuse, au mieux mixte, philosophique, scientifique, et de manière dominante, ainsi que artistique. Bref, comme l'argent, la philosophie est l'équivalent universel. Nous ne pourrons nous contenter, il est vrai, de métaphores, même si celles-ci nous permettent de pallier partiellement l'absence de la musique sonore et d'en donner le change. À l'intérieur de la philosophie, la seule autorité de Socrate, encore s'agissait-il de l'excellence d'une musique élargie comme art des muses, et accompagnée de l'exemple de Pythagore, nous autorise à chercher une infinité intime de la musique et de la philosophie. Et ceci après un si long sommeil, troublé seulement de quelques rêves théologiquement plus que philosophiquement grandioses. Pythagore, Saint-Augustin, qui aura duré jusqu'au XIXe siècle. Nous aimerions renouveler cette association philosophie-musique et ne plus devoir célébrer les seules noces blanches de ce couple, fût-ce à travers la mathématique. D'autant que ce dernier mariage avec la mathématique, trop souvent forcé, donne lieu à des accouplements approximatifs d'une interprétation mathématique ressassée des lois de la supposée harmonie qui devrait régner dans ce couple. L'autre science dure, la physique quantique, a quelques droits au moins apparents à se présenter comme le nouveau berceau d'accueil de la musique.
ceci à titre d'introduction, première introduction. Ensuite, il faudrait une analyse que je ne vais pas faire du concile de Troyes, dont les titres sont les suivants. Le premier livre, après l'introduction que je viens de faire, le premier livre s'appellerait Prologue. Un prologue, premier acte, prologue, où l'on verrait se dessiner la silhouette des personnages principaux, les péripéties principales de l'action dramatique, ces personnages étant, je le dis tout de suite, évidemment le philosophique, la philosophie comme transcendantale. À sa base, pas plus à la base du philosophique, il y aurait le générique, la généricité. Et à sa base, à ce que vise, à ce que gouverne la philosophie, il y aurait l'expérience, la généricité de l'expérience humaine. Et à la base de la philosophie, il y aurait cette fois-ci la mécanique quantique. Autrement dit, la mécanique quantique intervenant comme déterminant, surdéterminant le transcendantal philosophique qui tient la corde ou le milieu entre la quantique et la généricité. La généricité, c'est-à-dire la forme de l'expérience humaine, qui remplacerait évidemment le temps et l'espace que l'on voit à l'œuvre dans la philosophie ancienne. Ces personnages et leur rôle apparaissent sous la forme de positions théoriques. Un noyau de philosophie pure, comme transcendantale, et du scientifique contemporain, comme le générique et le quantique, de part et d'autre du philosophique. Donc une tripartition, en quelque sorte, de la structure de l'ensemble. Le générique comme ce dans quoi, comme l'expérience humaine dans laquelle il s'investit, le philosophique comme gouverne de cette expérience, et le philosophique lui-même étant surdéterminé par la mécanique quantique. Alors, cette variété de noms de personnages qui seraient dessinés dans le prologue aboutit évidemment, oppose un ensemble d'entités complexes, comme par exemple la philosophie forcée. Il y a la philosophie suffisante et la philosophie forcée. La philosophie suffisante, c'est la philosophie que je critique ici, que je refuse ici, la philosophie qui, à partir de ces structures a priori, pose en quelque sorte la silhouette ou la maquette de l'expérience humaine. Et la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie y est suffisante dans ce travail. Et la philosophie forcée, c'est l'axe philosophique ou le transcendantal, le philosophique, en tant que surdéterminé cette fois-ci par la mécanique quantique. Donc la généricité, le philosophique, neutre, quelque sorte, mais forcé, pas neutre, forcé par la mécanique quantique, enfin la mécanique quantique. Cette variété de noms indique suffisamment que ce qui s'appelle traditionnellement philosophie devra être modélisé, décliné, pas seulement spécifié par ses objets, comme elle l'est d'habitude, ni déconstruit, mais bien transvalué sur cette base, en général très étroite,
mais transformer dans son style, ses moyens ou ses effets. Nous abandonnons les formules du type philosophie de tel ou tel objet, à la manière de l'épistémologie et des disciplines semblables, parce que nous renonçons à objectiver cet opéra et lui substituons un concept qui suggère des modalités internes complexes d'exercice, ultra spécifiques, ultra génériques et transcendantales, mais transcendantales surdéterminées par le réel quantique. C'est un opéra donc qui mobilise plusieurs philosophies et qui tourne autour des aventures du sujet humain entre terre et univers, entre caverne maternelle et ciel étoilé, et qui vont de la naissance à l'ensevelissement. Même si je ne peux ici entrer dans le détail de ces aventures, ces modalités sont orientées en fonction de nos recherches antérieures, d'une pensée de type globalement et positivement non philosophique, ou philosophiquement non standard, par la conjugaison réglée du transcendantal philosophique avec des disciplines scientifiques comme la logique générique et la physique quantique, ou artistiques comme le théâtre, éventuellement, et plus profondément encore comme la musique, qui va tenir un rôle plus spécial. Donc, globalement, la philosophie peut se transformer en une sorte d'opéra ou d'oratorio, éventuellement, selon le dosage des voix et la nature du texte, qu'exécute finalement un chœur universel mais mixte, un chœur mixte de philosophes, de scientifiques et d'artistes. Bon, voici donc pour l'introduction la plus générale. Maintenant, je devrais passer, mais je n'ai pas le temps de le faire, car c'est la partie la plus détaillée, la plus importante, à l'analyse des livres 2 et 3. Le livre 1, c'était ce prologue, en quelque sorte. Bon, j'en ai dit quelques mots. Le livre 2, c'est le livre sur la réminiscence. La réminiscence, c'est l'organisation verticale du philosophique et des disciplines qui jouxtent le philosophique, comme la générosité et comme la quantique. Ça, c'est l'axe en quelque sorte vertical, la structure verticale de cet opéra. Le livre, alors il est question de beaucoup de thèmes adjacents, de thèmes beaucoup plus précis comme la respiration, la prise d'air, la première prise d'air, la naissance, la parturition. Il faut bien voir que tous ces thèmes de l'opéra tournent autour de la vie du sujet. Et cette vie du sujet, elle a un aspect anthropologique, pas seulement métaphysique, mais anthropologique. Il s'agit vraiment de la naissance, par exemple, de l'apparition dans l'univers, de l'apparition de l'enfant dans l'univers, du statut de l'enfant qui apprend, qui fait sa première prise d'air, etc. Le livre 3 s'appellerait, alors oui, réminiscence évidemment, réminiscence, pas réminiscence, mais réminiscence c'est évidemment une parodie de Platon, une parodie philosophico-scientifique, encore que chez Platon tout soit déjà philosophico-scientifique, mais il n'est pas question chez Platon de la mécanique quantique. Il est bien question d'une physique ou d'une cosmologie, mais il n'est pas question de la mécanique quantique. Donc ici, un effort pour moderniser en quelque sorte
la situation des humains dans l'univers, pour moderniser du point de vue de la pensée cette situation. Alors, le livre 3, c'est plutôt le développement horizontal, cette fois-ci horizontal, pas vertical, mais horizontal, de la réminiscence, qui va passer par 3 stades temporels, plus exactement 3 stades historiaux, plutôt qu'historique que simplement historique. Historiaux, c'est-à-dire ces stades ont une signification pour l'être de l'humanité. Alors, ces 3 stades que l'on verra se développer dans le livre 3, c'est la Terre, l'être à la Terre, comme symbolisant la naissance, évidemment la Terre, c'est la Terre maternelle, si je puis dire. Il faut le prendre de cette manière symbolique. C'est ensuite le monde. Alors le monde est lui-même divisé en 2 volets. L'expérience du monde est divisée là, ici, en 2 volets. Il y a le mal-monde, mal monde, et l'autre volet, c'est le juste monde. Le mal-monde, le juste monde. Le mal-monde, c'est la sphère des combats de l'être humain pour vivre ou survivre, tout simplement pour vivre. Et le juste monde, c'est l'issue plus ou moins heureuse de ce combat. Alors, là aussi, il y a beaucoup de développements plus concrets, plus affirmés aussi, mais plus précis, plus concrets sur l'existence humaine. Il s'agit de situer l'être humain entre la terre et le ciel, donc aussi dans le monde, et de le situer de telle sorte qu'on le voit aux prises avec un ensemble de péripéties qui sont celles de l'existence. Donc ça, c'est l'objet du livre 3, qui conjugue les voies 2 à 2, un philosophe et un scientifique, et distribue la réminiscence entre terre, monde et ciel. La dernière étape, en effet, de ce trajet horizontal, c'est ce que j'appelle le ciel. Le ciel... bien ennuyé pour définir le ciel. C'est le lieu symbolique, en quelque sorte, qui doit succéder à la lutte avec et dans le monde, qui doit marquer la justification, qui doit entériner la justification de l'être humain dans son combat avec le monde. Donc, le monde, c'est avant tout la lutte, la guerre pour l'être humain. La naissance, la parturition, c'est aussi un stade d'existence ou de lutte, évidemment, mais une lutte moins violente que la lutte avec et dans le monde. Le mal-monde, le juste monde. Et le livre, ça c'est donc le livre compris du livre 3. Le livre 4 est l'aboutissement en un sens du livre 3. C'est-à-dire que le sujet humain, aux prises avec le monde,
trouve une issue, qui prolonge le juste monde dans l'accès au stade de l'existence que j'appelle le ciel. Le ciel, ou peut-être un autre nom possible, mais c'est le dernier stade d'existence dans le développement horizontal de l'humanité, le dernier stade après la terre et le monde. Alors, on arrive au livre 4. C'est évidemment un livre essentiel pour la raison suivante, c'est que c'est le livre du retournement. Évidemment, on arrive au terme avec le livre 3, au terme de ce parcours, mais ce parcours, il a une fin curieuse, il ne cesse pas comme ça d'une manière absolue, comme s'il n'y avait rien, comme c'était le néant. Après, c'est le livre 3, ce n'est pas le néant, c'était le retournement du livre 3 pour donner le livre 4, retournement du statut de l'être humain qui, en quelque sorte, doit passer de la lutte avec le monde à l'état à l'état céleste, et à l'état de synchronie, de symphonie avec le monde. Ça s'appelle le ciel. Alors, évidemment, le ciel, là, on comprend plus très bien. Que vient faire le ciel ici, après la terre et le monde? Eh bien, d'autres noms sont possibles pour cet état quasiment céleste. Je dis ça par la famille, évidemment. C'est ce que j'avais appelé la messianité vocale. La messianité vocale. Et donc musicale. C'est le mouvement dialectique de passage au stade au-delà même du juste monde, au stade qui succède au juste monde, qui est le stade qu'on pourrait appeler céleste. Et ce stade, lui, se retourne immédiatement vers le monde et vers la terre. C'est un lieu de retournement, un lieu de passage rétroactif, en quelque sorte, de l'univers à la caverne ou à la terre. Ce dernier stade exploite le côté musical de notre vie. Jusqu'à présent, la musique n'avait été évoquée que de manière plus ou moins allusive, par une sorte de référence latérale. Mais maintenant, la musique est invoquée comme ce qui impulse, en quelque sorte, la philosophie et la tourne ou la retourne vers les stades antérieurs d'existence. C'est maintenant la musique comme étant d'essence vocale qui légitime, je dis bien comme étant d'essence vocale, parce que là il y a une grosse discussion sur la place du vocal, comme étant, je dis qu'elle est d'essence vocale, qui légitime la philosophie par une sorte, qui légitime les stades antérieurs, et qui légitime la philosophie par ce que les philosophes appellent une déduction transcendantale. C'est-à-dire les trois premiers stades, prologue, réminiscence,
troisième stade, c'est celui qui s'appelle, comme il a été dit tout à l'heure, de la caverne aux étoiles, excusez-moi, de la caverne aux étoiles. Ces trois premiers stades sont sous dominance philosophique. C'est le volet philosophique purement philosophique, enfin, pas purement philosophique, puisqu'il y a une allusion, une présence continue de la musique. Mais l'ensemble est sous dominance philosophique et va en quelque sorte jusqu'à l'univers. Je parlais de ciel, c'est l'univers en réalité, hein, parce que je distingue le cosmos, le monde comme cosmos, et l'univers. L'univers en tant que déterminé quantiquement, c'est-à-dire c'est la physique. C'est la physique comme d'une part simple cosmologie, si je puis dire, du monde, ou bien comme objet de la mécanique quantique. C'est cette distinction qui pour moi est fondamentale. Dans mon livre précédent, j'avais essayé de réorganiser déjà toute cette cosmologie en fonction de la mécanique quantique. Donc, maintenant, arrivé à ce troisième stade est un retournement, justement, du monde, est un retournement dans l'univers, du monde vers, enfin, un retournement de la philosophie, donc du monde, vers la terre, l'enracinement, etc. C'est maintenant la musique comme étant des sens vocales qui légitime la philosophie par une déduction transcendantale. La messianité musicale, dit encore la belle insonore, dernier stade de l'épopée humaine, et le plus haut, est donné ultimement dans un pathos philosophico-musical. Il est philosophique. C'est la description des trois premiers stades. Mais il est philosophique avec des allusions, des références à la musique. Mais il est maintenant, grâce à ce retournement sous dominance musicale, et c'est la déduction, en quelque sorte, de la philosophie depuis la musique. Ce dernier stade vient clore, en quelque sorte, rétroactivement, la tétralogie, fermer la tétralogie. La messianité humaine s'étant révélée peu à peu par une dialectique ascendante, en tant que messianité musicale, elle revient maintenant rétroactivement par une dialectique descendante sur les stades antérieurs, afin de clore l'épopée humaine qui s'est déployée de la caverne aux étoiles. Alors, ce livre 4, évidemment, c'est le tournant de l'opération philosophico-musicale. Que signifie ce tournant? Est-ce qu'il nous a permis d'approcher d'une solution de notre véritable problème que j'ai posé dans le prologue, d'une forme effective de composition musicale? Est-ce que ce dernier stade, c'est vraiment le stade qui nous permet de passer de la philomusicalité, de la musique sous emprise, sous domination philosophique, qui nous permet de passer à non pas à la pratique de l'instrument, mais de passer à la composition musicale. Car c'est là évidemment mon véritable problème. Mon problème n'est pas d'apprendre à jouer de l'instrument. Ça, je l'ai un tout petit peu fait sur un instrument extrêmement modeste, qui n'était pas le piano ni le violon, passons. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment passer de l'entente
musicale, au philo-musical, justement, enfin, vous voulez, passer à la composition musicale. Vous me direz, c'est un pari impossible à gagner. Nous avons défini le contexte ou la problématique à partir desquels une solution peut être formulée correctement, mais ce que nous demandons maintenant est de la nature d'une véritable preuve ontologique, pour reprendre une vieille opération classique de la philosophie, une véritable preuve ontologique afin de passer de l'être auditeur à l'être compositeur. Passer de l'écoute à la pratique, non pas la simple pratique de la musique, mais à la pratique compositionnelle. Il faudra encore beaucoup d'analyse pour trouver cette solution d'une intrication ou d'une inséparabilité de la philosophie et de la musique par le moyen d'un changement de terrain permettant une certaine identification du sujet philosophique comme sujet musicien, du sujet musicien-compositeur, du sujet de l'écoute métamorphosé en sujet de la composition. On se doute que, comme toute solution en pareille difficulté, demande que, comme pour les antinomies kantiennes, l'on soit capable d'un déplacement transcendantal des sujets hors ou au-delà de l'inéquation de la musique et de la philosophie. L'inéquation, parce que pour l'instant, ça ne coïncide que par accident, la philosophie et la musique. C'était l'objet des 3 premiers stades. On appellera messianité musicale ce stade de l'existence où c'est l'univers qui inspire au sujet humain son pouvoir ou son inspiration pour dépasser la philosophie, c'est-à-dire pour dépasser le transcendantal, puisque le transcendantal lui-même devra être surdéterminé par le réel quantique. Dépasser le simple transcendantal philosophique pour lui permettre de gouverner enfin la généricité humaine. Parce que le transcendantal doit gouverner quelque chose, sinon ce n'est pas le transcendantal. Enfin, le transcendantal, il doit gouverner sous l'influence de la mécanique quantique, il doit gouverner ce qui vient avant lui, c'est-à-dire le simple rapport génétique à l'expérience. La philosophie est la clé de voûte de l'expérience générique, mais cette clé de voûte s'enracine, si l'on peut dire, dans le ciel, ou s'enracine dans l'univers, étoilé au-dessus de moi, comme dit Kant. Nous voulons dire dans l'univers qui n'est pas un Dieu, sinon chez les Grecs. L'univers ici est l'objet d'une science relativement précise. La solution est peut-être dans la claire distinction de l'a priori musical qui structure l'expérience humaine et du transcendantal qui se greffe comme transcendance sur lui et que l'a priori supporte, mais réciproquement que le transcendantal à son tour vient animer et dynamiser. Alors, je fais un saut maintenant, je passe sur ces 3 premiers stades et leur contenu mi-anthropologique, mi-a priorique, dont je ne vais pas parler parce que je n'en ai pas le temps. Et je saute directement à la signification du 4e livre, qui est sur l'usage de la preuve ontologique dans les limites de la musique. Peut-on faire valoir une sorte de preuve ontologique dans la théorie de la musique? Peut-elle remplacer la foi, ou au moins le concept et l'essence de la musique, et les faire passer à l'existence comme composition? Apparemment pas. Toutefois, la musique n'est pas abordée ici comme simple art générique,
mais aussi comme pensée ou comme mixte philo-musical. Partir de cette double donnée est pour nous fondamental. La présence de la philosophie peut ici nous aider ou nous sauver. Il faut développer à la fois cogitativement, sur les apparences d'un cogito, philosophie, musique. Je suis philosophe donc compositeur. Je suis philosophe donc compositeur. Et sous l'apparence dialectique. Car évidemment, ces deux trajets, partant de la terre et de la philosophie qui va s'élever de la terre au monde et jusqu'à l'univers, ce premier volet forme une première dialectique, une dialectique ascendante, si vous voulez, pour reprendre le terme de Platon, en changeant son contenu, évidemment. Et maintenant, on est arrivé au point de retournement dont je vais parler tout à l'heure, de sa substance assez particulière. Ce point de retournement de la dialectique, maintenant, va se faire vers la Terre, vers le monde et vers la Terre. Il s'agit de retourner depuis la mécanique quantique jusque dans le secret de la naissance. Donc, un développement à la fois cogitatif et dialectique. Cogitatif, cela indique que ce point de retournement a quelque chose d'un cogito, c'est-à-dire d'une identification de la pensée, de l'acte de la pensée qui revient sur elle-même. Cogitatif, bon, ça indique, c'est un tir du cogito d'être un point de retournement. Et dialectique, c'est que ce retournement ne se fait pas seulement en un point, mais il se fait sur deux volets qui sont riches d'une dialectique, qui sont multiples en quelque sorte. Les trois premiers stades, oui, et puis la dialectique ascendante, et le deuxième volet, la dialectique descendante, de ce point de retournement vers la Terre. Alors, la philosophie opère un cogito philosophico-musical. Je pense philosophiquement la musique part sur le mode d'un déploiement dialectique ascendant et étanche. Et j'arrive à un point de coïncidence propre à la pensée, certes à la pensée pointilliste de Descartes, point de coïncidence du cogito, mais je vais essayer de dépasser ce point de coïncidence cogitatif, en quelque sorte, vers une coïncidence de deux mouvements dialectiques. C'est pourquoi je disais que ce retournement est à la fois cogitatif et dialectique. Et donc, en vertu de la nécessité de l'argumentation cogitative telle que reprise par le rebond amplificateur, je suis, par la grâce de ce ressort philo-musical, à travers le point de retournement, étendu. Ce point de retournement n'est pas un simple point absolument identique à lui-même. C'est un recouvrement des deux volets de la dialectique. Dialectique ascendante et dialectique descendante. C'est-à-dire que ce point de retournement, on va l'appeler, il faut bien le baptiser, lui donner un nom de structure, un nom de fonction conceptuelle. Je vais le baptiser de transcendant stade. Transcendant, et en ajoutant al entre parenthèses. Il est transcendant.
C'est-à-dire qu'il est à la fois transcendant, c'est l'univers en quelque sorte qui se retourne sur sa face dialectique descendante. Il est en quelque sorte il est dépressif d'une certaine manière par la philosophie qui a été du coup abaissée, et il est rebondissant depuis et par la musique qui inverse ce rapport. Je suis ce sujet qui est aussi ce qu'il pense et qui peut se retourner vers le trajet antérieur pour l'amplifier, mais on s'en doute pas comme chez lui. Le cogito est en quelque sorte étendu par les deux dialectiques ascendante et descendante. Le cogito n'est pas simplement un point, n'est pas simplement le point d'Archimède. Ce point d'Archimède a deux faces, en quelque sorte, qui sont riches de mouvements, qui ne sont pas simplement un ou deux points en rapport de coïncidence. Ce sont deux processus, un processus ascendant et un processus descendant. Ils se recouvrent l'un l'autre. Ils ont une structure en ce sens cogitative, mais c'est un cogito étendu. C'est un cogito philosophant, un cogito philosophant, pas simplement un cogito philosophique. Nous transformons ainsi l'argument pointilliste et cogitatif de Descartes en l'étendant dialectiquement, par la dialectique. Nous abandonnons la référence cartésienne au point immobile d'Archimède pour un cogito étendu, la synthèse philo-musicale se retourne, non pas dialectiquement, mais en un point qui articule deux dialectiques, l'ascendant et le descendant. C'est un tournant ou un pivotage sur soi de la pensée qui lui vient de l'univers et qui est transcendant, une surdétermination du transcendantal par le transcendant. Alors, évidemment, une surdétermination du transcendantal par le transcendant, c'est très choquant. C'est choquant si on n'est qu'ancien, car chez Kant, c'est le transcendantal qui informe, qui informe ce qui est transcendant. Le transcendantal, c'est vraiment l'œuvre de la philosophie, et c'est ce qui façonne, en quelque sorte, la transcendance des choses, la transcendance du monde empirique. Or ici, c'est un renversement. C'est le transcendant qui surdétermine le transcendantal. C'est le transcendant, c'est-à-dire tout point de l'univers, n'est pas lui-même un objet transcendantal, tout point de l'univers, point transcendant, qui vient surdéterminer le mouvement philosophique, purement philosophique, du transcendantal. Ce cogito fondé sur la réversibilité philo-musicale ne peut se retourner ou s'inverser, repasser sur lui-même pour devenir musicologique. C'est la musique qui est le transcendant. Pour devenir musicologique, que parce qu'il est étendu comme processus et non pas pointilliste, je ne dirais pas comme saint Augustin que l'âme est étendue et que la pensée est étendue, mais qu'elle possède une amplitude dialectique. Ou comme Nietzsche et Heidegger, que la pensée, je ne dirais pas comme Nietzsche et comme Heidegger, que la pensée est une étoile, mais que la pensée est une étoile filante. Contradiction dans les termes, mais qui fonctionne harmonieusement. La pensée est une étoile filante.
C'est-à-dire qu'elle est l'association, la surdétermination du transcendantal, c'est-à-dire de ce qui file dans l'étoile filante, et du point stellaire, du point de l'étoile, qui est le sujet ou ce qui permet à l'étoile de filer. Alors, dernier stade encore au-delà, enfin, un dernier effort de pensée pour se situer au-delà encore de cette étoile filante. Quel est maintenant le rapport avec l'auto-affection immanente de la voix humaine que nous avons appelée à notre secours? Oui, parce que la voix humaine, c'est ce qui reste pas dans son intériorité, mais dans son immanence, en tant que s'auto-affecte. Elle est une auto-affection, elle n'est pas seulement affectée par le monde extérieur, la voix est affectée aussi par le monde extérieur, mais elle s'affecte elle-même, en quelque sorte, pour pouvoir opérer ses actes vocaux, que ce soit le cri, le chant, la prière, etc. Qu'est-ce qui, dans la voix humaine, imiterait le plus parfaitement l'univers en sa structure à la fois cohérente et décohérente? Cohérente et décohérente, ce sont des termes de la mécanique quantique. Le monde microscopique est dit cohérent et le monde macroscopique, le monde de tous les jours en quelque sorte, est dit décohérent. Pas l'inverse. Ce qui est auto-affection dans ce point que conjoint le transcendantal et le transcendant, ce qui est auto-affection, c'est le support organique traversé par la voie transcendantale. Ce n'est pas seulement un support organique et transcendant pour le transcendantal, elle est la voie, ce transcendantal autonome, car immanent, et capable pourtant de rayonnement. Ce qui fait de la voix humaine le paradigme de tout instrument de musique, de tout instrument inanimé de musique qui doit son animation uniquement à l'homme. La voix humaine, c'est son secret, peut crier et chanter. Par le son dégradé en cri inarticulé, elle est transcendante et relève plutôt uniquement de l'univers, mais par le chant, la musique, la prière peut-être, non par les paroles, la prière comme une posture intime, non par les paroles, elle est immédiatement transcendantale. Ces deux aspects sont ceux de la chair ou de l'incarnation comme modalité de l'univers. Mais c'est une modalité, je dis bien, transcendantale. C'est-à-dire que l'immanence qui s'auto-affecte de la chair, comme chair dans le chant, ou éventuellement dans la parole, cette immanence, elle est en même temps, c'est capable de former, d'informer, de structurer l'univers, c'est-à-dire de mettre l'univers en forme, de lui donner une forme. Le transcendantal, c'est ce qui informe l'univers, c'est ce qui informe le monde empirique, tandis que le transcendant c'est plus indéterminé, le transcendant c'est ce qui est au-delà même du transcendantal, c'est un état de la réalité qui est censé échapper à la décision ou à l'information humaine.
Donc, on dit toujours en philosophie, c'est là le sens de la révolution copernicienne de Kant, que le transcendant est déterminé par le transcendantal. C'est ça le sens de la révolution copernicienne. Mais pour nous, la véritable révolution est anti-copernicienne. Depuis la mécanique quantique. Si on introduit la mécanique quantique dans l'affaire, c'est le transcendant comme partie de l'univers, comme statut de l'univers, qui vient surdéterminer la structure, l'information transcendantale du transcendant. Donc il y a deux transcendants. Le transcendantal est en quelque sorte coincé entre deux états de la transcendance. La transcendance supra-transcendantale, donnée plutôt par la mécanique quantique, pour parler d'une science, par la mécanique quantique, et le transcendant de l'objet du monde, de l'objet d'ordre empirique en quelque sorte, qui est, lui, informé par le transcendantal, par le philosophique. Tout à l'heure, on avait parlé de tripartition. L'axe philosophique, l'expérience humaine, telle qu'elle est déterminée, gouvernée, pas déterminée aussi, mais enfin gouvernée par l'axe transcendantal de la philosophie, et la mécanique quantique qui vient surdéterminer la philosophie dans sa gouvernance de l'expérience humaine. Donc vous voyez, j'essaye de faire se rejoindre ces deux choses. La mécanique quantique implique ou suggère une révolution anti-copernicienne. En ce sens que maintenant la philosophie comme transcendantale est elle-même sous la détermination déterminée par la mécanique quantique. Le transcendantal est surdéterminé par le transcendant. Le transcendantal lui-même vient déterminer un transcendant second, la transcendance du monde, évidemment. Mais cette transcendance du monde, elle est sous la gouverne du transcendantal, et le transcendantal est non pas sous la gouverne, mais il est surdéterminé par la transcendance quantique. Donc, ces deux aspects sont ceux de la chair ou de l'incarnation comme modalité de l'univers. Son immanence peut être dite aussi bien transcendante que transcendantale. C'est pourquoi j'écris transcendant et puis AL entre parenthèses. C'est son ambiguïté, celle du corps humain, comme passage incessant de l'intériorité dans l'extériorité et retour. Excusez-moi. Donc, cette dualité du transcendantal, nous pouvons la symboliser dans notre registre actuel par la détermination vocale, au moins en dernière instance, de toute syntaxe philosophique et ou musicale, dans l'immanence du son, non pas objectif comme celui qui est répercuté sur le mur du monde, mais de celui qui est la substance de la voix dans son auto-affection. C'est dans la voix qui s'auto-affecte comme émission d'un flux sonore que se réalise l'identité ultime ou de dernière instance qui fait la messianité musicale ou la vocalité messianique. La voix est donc le lieu de déploiement de la vocalité messianique. C'est pourquoi celle-ci, cette vocalité messianique, résonne toujours comme un appel.
C'est là que s'identifie en deçà de toute simple réconciliation de deux extériorités, la chair de la sonorité musicale et l'immanence de l'auto-affection. La voix s'éprouve elle-même comme la chair de la musique, comme l'immanence s'auto-incarnant dans la voix. C'est la conciliation de l'extériorité sonore, promesse de la possibilité d'une articulation transcendante, écrite et visible, par exemple dans la musique, de la partition au nom si exact et qui porte la possibilité de la musique accessible à ses multiples techniques. Et par ailleurs, la promesse d'une immanence indivisible qui habite cette partition en chacune de ses pulsations. La syntaxe musicale demande à être habitée par une chair indivisible, mais il n'est pas sûr que cette unité se fasse sous la forme d'une synthèse si ce n'est immanente. La vocalité comme l'affectivité dont elle est l'affect, le mode le plus profond et le plus étendu, non pas comme humeur, mais comme Stimmung, comme donation de la voix, se structure sans doute en fonction d'une écriture actuelle ou virtuelle, qui elle aussi habite le monde, et où elle risque toujours de se perdre et de se laisser normer. Bon, excusez-moi, j'ai quelques problèmes classiques de paquets de feuilles. Pourquoi la philosophie a-t-elle été chercher l'immanence de l'ego du côté du monde des objets connus, comme ego transcendantal voué à la garde de la connaissance, à la rigueur du côté de l'affectivité originale? Sinon, parce que la philosophie, comme théorie de la connaissance, à peine élargie sur des bases rationnelles anciennes, enferme ou prédétermine toute décision sur l'ego comme voie. Pourquoi ne pas identifier l'ego comme voix dans l'élément de la vocalité plutôt que de la simple humeur, Stimmung, dans la formule passablement misérable, je l'avoue, mais au fond pas plus misérable que le cogito ne l'est lui-même? Je chante, donc je suis cette musique. Je suis cette musique. Il aurait fallu pour cela valider notre pari, élargir la philosophie et lui donner une autre amplitude que celle du rationalisme et déjà des mathématiques. L'amplitude de la réminiscence. On dira que la voix est elle aussi un mode du je pense, mais c'est encore tout différent de reconnaître qu'elle est un mode de la pensée comme réminiscence. C'est pourquoi il faudra reprendre de fond en comble ce problème dans le livre 4 pour rendre un peu vraisemblable notre pari ontologique comme compositeur. Alors voilà, je vais m'arrêter là parce que il est guère possible d'aller au-delà maintenant.